Ça veut dire se sentir bien, pouvoir faire ce qu'on veut, pour aller travailler sereinement, faire du sport. Enfin voilà, se lever le matin et être bien quoi. Ça englobe beaucoup de choses en fait. Il y a la santé mentale, la santé physique, enfin le bien-être en général. Pour moi, être en bonne santé, c'est avoir le choix de se soigner ou pas. Ça veut dire qu'on est déjà en bonne santé. On se protège et on prend soin de soi avant d'être malade. Le principal, c'est de ne pas aller chez le médecin régulièrement. Pour moi, c'est ça, être en bonne santé. L'indicateur, c'est le rendez-vous chez le médecin. Ouais. C'est être entouré de personnes conviviales, être entouré avoir des amis, sortir boire un verre de temps en temps, mais les gens, la société qu'il y a autour. Mais c'est-à-dire santé, madame? La santé, c'est quelque chose qui est pas réservé que aux non-malades. C'est quelque chose qui se cultive dès la naissance, en fait, dès le plus jeune âge. Un réflexe qu'on a eu pendant longtemps, c'était de définir la santé de manière négative, par l'absence de maladie. Parce que la santé, ça peut être l'absence de maladie, mais ça peut être aussi la bonne santé, l'excellente santé. Et à ce moment-là, on va désigner quelque chose qui est de l'ordre de la force en plus par rapport à un état minimal, neutre de non-perturbation. Cette force en plus, ça peut être la capacité à se projeter, c'est une capacité à avoir une prise sur le monde, à s'adapter à son environnement, peut-être se réinventer. La santé, nous on est évidemment sur la logique santé de l'OMS, la définition de la santé de l'OMS, donc bien-être physique, social, psychologique. Et en gros, quand une ville fait des espaces verts, quand un bailleur fait du logement social, quand on a une politique fiscale qui peut être favorable à la santé, etc., tout ça contribue à faire que la population globale de la ville vit dans un environnement adapté, harmonieux, en phase, etc. C'est ça, la bonne santé. Donc du coup, santé physique, santé psychologique, santé sociale. Cette définition, elle est très étonnante. Parce que personne ne pense ça à ce niveau de généralité, à ce point englobant. Quand on va voir un médecin, quand on s'adresse à des personnels soignants à l'hôpital pour X raisons, on leur demande pas exactement ça, on leur demande de réparer quelque chose qui ne va pas, de stabiliser quelque chose une condition qui nous échappe, mais ça va rarement englober le bien-être social, par exemple, dans son ensemble. Cette définition-là, elle est quasiment superposable à celle du bonheur. Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir cette définition, même si elle ne correspond pas tout à fait à la pratique ordinaire qu'on a, parce qu'elle fixe un objectif. Sa fonction, cette définition aussi large, c'est d'essayer d'intégrer des éléments qui sont au-delà de l'individu qui porte ce malaise corporel, qui porte ce malaise psychique, et d'aller voir notamment les facteurs sociaux qui entourent la santé. Il y a de plus en plus d'enquêtes qui travaillent sur la question de la perception subjective, puisque c'est ça qui va être le moteur, l'enclenchement pour ensuite aller voir un médecin et se faire soigner. Donc c'est vraiment très important. Alors sur ce sujet, ce qui est très intéressant, c'est que la sociologie de la santé a montré qu'il y a des différences majeures entre, on va dire, plusieurs groupes sociaux, mais on peut en citer deux, la question du genre et la question de l'origine socio-économique. Les femmes vont beaucoup plus souvent chez le médecin et ont une attention subjective à leur corps et à leur santé beaucoup plus aiguë par rapport aux hommes. Et surtout, la société leur pousse à prendre plus soin des autres et du corps des autres et de la santé des autres. Et quand je parle des autres, je parle des enfants, bien sûr, mais aussi parfois du mari. Et la question socio-économique est très importante également, puisque ce que les études nous ont montré en sociologie, c'est que les personnes qui sont d'un milieu social plus précaire, dans lequel il y a plus de difficultés socio-économiques, font moins attention aux signaux de leur corps, font moins attention à leur état de santé de manière générale, et donc ont une perception subjective de leur santé plus mauvaise, on va dire, d'une certaine manière. Culturellement, c'est moins accepté de dire que l'on a mal quelque part, et en particulier si ce sont des hommes. Et puis il y a des dimensions aussi, bien sûr, financières et structurelles qui font que parfois, ils ne vont pas aller voir le médecin, parce que pour aller voir le médecin, il faut arrêter de travailler, par exemple. Et vont donc plus tardivement chez le médecin, c'est-à-dire qu'elles vont plus souvent chez le médecin pour se faire soigner, donc dans une perspective qu'on appelle curative, vraiment pour chercher un soin, et non pas dans une perspective préventive. C'est tellement important d'être à l'écoute parce que tout être humain peut faire une erreur et même un médecin peut faire une erreur médicale. Et nous, on va aller vraiment sensibiliser là-dessus, sur l'écoute de soi, l'écoute de ses enfants. C'est tellement important. Et aussi, voilà, pouvoir valoriser tout ce qu'ils font de bien, parce qu'en fait, toutes ces familles qu'on accompagne, ils font plein de choses bien. Et souvent, malheureusement, on met toujours en avant ce qui ne va pas. Et puis après, il y a notre société quand même. L'endométriose, par exemple, il y a combien de jeunes filles qui étaient avec des règles très douloureuses et tout ça, et donc le fait où on disait social, il ne faut pas s'écouter. Donc en gros, c'est bon. Voilà, il y a plein de gens qui sont passés à côté. Donc je pense que moi, voilà, tous les discours qu'on entend, ça a un impact fort aussi.
Lorsqu'on va chez le médecin, il faut être capable d'exprimer des choses, il faut être capable de dire, de parler de soi, de parler de son corps. Et ça, c'est aussi un apprentissage qui n'est pas également socialement réparti, on va dire, dans toutes les couches de la société. Et les milieux sociaux plus défavorisés et les hommes ont plus de difficultés à exprimer du coup leur souffrance ou leur mal-être, et par conséquent se font soigner plus tardivement que les femmes ou les classes moyennes aisées. Individuellement, tu peux être en bonne santé grâce à tes actions, donc ce que tu manges, ce que tu fais, comment tu t'entretiens physiquement. Après, c'est aussi un travail collectif. Par exemple, il y a des clubs de running, des clubs de sport, il y a des clubs de bien-être. Là, si on parle aussi de santé mentale. Moi, je pense que d'abord, c'est une question individuelle. Il y a des gens qui ne se soignent pas, des gens qui ne se lavent pas, des gens qui ne se soignent pas. Tout ça, c'est toi qui le décide. Après, le collectif, c'est donner les moyens, disons, d'avoir des structures d'accueil, des hôpitaux, des espaces verts pour que les personnes puissent faire du sport, puis qu'ils puissent se dépenser sur le plan de leur semaine ou de leur journée. Collective, dans la mesure où on paie quand même des impôts qui, en principe, sont censés pouvoir mettre à notre disposition tout ça. Si tout le monde fait un petit peu au niveau individuel, ça permet de déplacer aussi et de changer les choses. Mais il faut quand même que le collectif soit fort pour pouvoir influencer, notamment au niveau santé. Moi, je vous ai parlé de la pollution, parce qu'on sait que les gros pollueurs peuvent être des grosses institutions avec un gros pouvoir économique. Donc les deux vont de pair, je pense. Je pense que notre système de soins a beaucoup déresponsabilisé les gens. C'est le système de soins qui doit porter le patient et qui doit lui prodiguer les soins. On a aussi enlevé beaucoup de savoir populaire. Avant, les gens ils se soignaient comme ça. Pour les petits maux du quotidien, ils se soignaient avec des recettes de grand-mère, des choses comme ça. Ils prenaient soin d'eux. Et aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'il y a une petite toux, il faut aller tout de suite se précipiter chez son médecin parce que ça va dégénérer, parce qu'on a fait peur aux gens aussi. Et du coup, il y a cette question aussi de revenir à un peu de bon sens et de mesure dans la consommation du soin. Les personnes que j'accompagne sont dans une telle situation de souffrance sociale qui elle-même est due à une responsabilité collective. Personne demain ne va se dire « j'aimerais être sans hébergement, j'aimerais ne pas savoir ce que je mange ce soir ». Ça n'est pas un choix. Et du coup, ça a un impact individuel. Et de toute façon, la santé a quelque chose de très individuel et de très intime. Mais pour moi, la responsabilité, elle est uniquement collective. Dès lors qu'on commence à encourager les gens à prendre soin de leur santé eux-mêmes individuellement, on risque toujours de leur dire « vous êtes responsable du résultat ». Or, la capacité à s'approprier les savoirs, elle est inégalement distribuée, donc il y a des gens qui vont peut-être beaucoup plus facilement se réapproprier les savoirs, et des savoirs fiables, des savoirs efficaces, et d'autres beaucoup moins. Et ça fait peser un poids aussi qui est considérable sur les individus. Un travail énorme de collecte d'informations et de réflexion quotidienne, ça va aussi imposer un effort motivationnel considérable. On peut imaginer que la fatigue, le fait d'être happé par d'autres tâches, d'avoir des préoccupations plus importantes, ça rend ces préoccupations individuelles de gestion individuelle de la santé peut-être un peu annexes. Et c'est peut-être juste trop pour un quotidien difficile. Donc c'est un terrain qui est vraiment glissant, cette articulation entre individu et collectif, dès lors que ça se transforme en une injonction. Le concept ou l'approche One Health se caractérise par deux points majeurs. Le premier point, c'est de reconnaître l'interdépendance entre les différentes santé humaine, santé animale et santé environnementale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une de ces santé sans penser les autres santé. Le deuxième point, c'est cette idée que pour travailler le One Health, il faut travailler en intersectorialité, c'est-à-dire croiser des mondes différents. Le monde académique, les collectivités, le monde politique, le monde économique, les citoyens. Et donc cette notion, elle est particulièrement importante également parce qu'elle nous donne une méthode de travail. On a beaucoup parlé de santé humaine pendant des années, et c'est resté le focus. Et depuis plusieurs années, là, il y a un mouvement qui nous fait prendre conscience du fait qu'on n'est pas les seuls,
dans nos écosystèmes, dans nos villes, et qu'on vit aussi avec d'autres espèces. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une compréhension globale que le lien entre notre environnement, nos habitudes, ce qu'on mange, etc., la manière dont on vit, et l'impact et la santé est aujourd'hui beaucoup plus compris et intégré par la population. Comment, si toutes les santé sont interdépendantes, on peut chercher des co-bénéfices entre les santé, c'est-à-dire comment, en favorisant une de ces santé, humaine, animale, environnementale, on peut aussi améliorer les autres santé. Un des projets, par exemple, que j'aime bien dans la ville de Lyon, c'est la rue des enfants. Parce qu'en fait, il décline le One Health, pour moi. Donc le projet de la rue des enfants, c'est cette idée de travailler un petit peu l'environnement des écoles, en piétonnisant, en revégétalisant, et en mettant aussi une pointe artistique aux abords des écoles, sachant que les enfants peuvent être également acteurs en fait, des œuvres artistiques qui sont réalisées autour des écoles. Et en fait, quand on fait ça, évidemment qu'on travaille une question qui est complètement One Health. La piétonnisation, évidemment, on n'arrive pas en voiture à l'école. On joue également sur la question des îlots de chaleur, puisqu'on sait qu'évidemment la revégétalisation va lutter contre ces îlots de chaleur. Et puis ensuite, quand on vient y mettre cette dimension artistique, on joue aussi sur l'imaginaire, sur le lien social, on joue sur plein de choses. Donc en fait, par ce projet-là, on crée immédiatement cette interdépendance et la possibilité de jouer sur les co-bénéfices entre les différentes santé.